Pourquoi les Canadiens deviennent-ils fous à la guerre? Ah, les Canadiens, on connaît tous le stéréotype, sympathiques, aimables et extrêmement polis. Mais si vous les combattez, évitez-les à tout prix. Car, pour une étrange raison, ces amateurs de feuilles d'érable habituellement calmes deviennent complètement fous en temps de guerre. Raid de tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, rien n'était plus terrifiant qu'un raid canadien dans les tranchées. Dès leur arrivée, les Canadiens se sont forgés une réputation redoutable comme praticiens enthousiastes et innovants de cet art brutal. Pour maximiser la discrétion, ils noircissaient leur visage et portaient des gants en caoutchouc épais. Ils emportaient aussi toute une panoplie d'armes artisanales pour optimiser leur efficacité meurtrière, comme des gourdins à pointe, des couteaux et des poings américains pour éliminer l'ennemi en silence. Autrement, ils utilisaient des bombes artisanales et des catapultes à grenades pour une attaque bruyante. En opération, les Canadiens déferlèrent dans les tranchées avec une telle rapidité et efficacité qu'à la fin de la guerre, ils atteignaient jusqu'à 1 km derrière les lignes ennemies. Leur vitesse et leur férocité leur valurent des surnoms de la part des Allemands terrifiés, des Stormtroopers aux coloniaux déchaînés. Cette détermination sauvage fut particulièrement visible durant les 4 mois précédant la bataille de la crête de Vimy, avec 55 raids effectués. Le plus désastreux eut lieu en mars de l'an 1917, impliquant plus de 1300 soldats. Malgré un taux de pertes effroyable de 43% et une exposition constante au gaz, un groupe réussit à nettoyer 450 mètres de tranchées ennemies. Tuer des prisonniers de guerre. Quand ils ne faisaient pas de raids nocturnes, les Canadiens tuaient souvent les prisonniers de guerre. Étonnamment, durant la Première Guerre mondiale, certains officiers encourageaient activement le meurtre des prisonniers allemands. Avant l'assaut sur Vimy, un soldat raconta comment un officier lui avait dit « Pas de prisonniers, ils mangeront juste vos rations ». Partager des vivres déjà rares était une des raisons de préférer tirer plutôt que capturer. Mais les raisons les plus fortes étaient de la vengeance et la rage au combat. Un lieutenant raconta comment, après avoir perdu la moitié de sa compagnie sous les tirs ennemis, les survivants attaquèrent de la position responsable pour y trouver des Allemands en larmes, les mains en l'air. Impassibles, ils les massacrèrent sans pitié à coups de feu et de matraque. Un autre raconta qu'un Allemand fonça sur un camarade avec une baïonnette, puis se ravisa et se rendit. Selon ses mots, notre gars n'a rien voulu savoir. Il le poignarda encore et encore, malgré que l'Allemand l'arrêtait à main nue, en criant pour sa vie. L'Allemand hurlait à la pitié. Même un Allemand, ayant réussi à se rendre à un Canadien, avait peu de chances de survivre longtemps. Un vétéran raconta comment un de ses camarades transforma un prisonnier allemand en brouillard rouge, en glissant une grenade dans sa poche. Vivre et laisser mourir. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats pratiquaient une politique tacite de vivre et laisser vivre. Un accord non écrit où les camps s'attaquaient seulement sur ordre. L'exemple le plus célèbre est la trêve de Noël de l'an 1914, où les combattants échangèrent des cadeaux et chantèrent ensemble. L'année suivante, les Canadiens étaient en première ligne, et vivre et laisser vivre n'existait pas pour eux. Le 3e bataillon était alors positionné dans le saillant d'Ypres, sur le front ouest. Dans l'esprit de l'année précédente, des soldats ennemis leur souhaitèrent un joyeux Noël, ce à quoi certains Canadiens répondirent. Des têtes sortirent des tranchées, et un vieil homme moustachu agita une boîte de cigares. Quelques secondes plus tard, un sergent canadien gâcha Noël en abattant 2 Allemands à la mitrailleuse. Et ce ne serait pas la dernière fois que les Allemands seraient dupés par leurs ennemis nord-américains impitoyables. Dans un épisode cruel, les Canadiens lancèrent des boîtes de corned beef dans une tranchée allemande. Puis à la demande de « encore », ils jetèrent des grenades à la place. Comme on l'a vu, pour une raison quelconque,
les Canadiens devenaient totalement fous pendant la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi ? Certains historiens pensent que leur brutalité venait d'une rumeur sur un officier crucifié sur une porte de grange près d'Ypres, le Canadien crucifié. D'autres évoquent leur envie de vengeance après la seconde bataille d'Ypres de l'an 1915, où ils subirent la première attaque au gaz de la guerre. Mais l'explication la plus simple serait que les Canadiens furent les plus brutalisés, car toujours envoyés dans les premières vagues d'assaut. Plage, Juno, à la fin de la Grande Guerre, les Canadiens étaient passés d'une force inconnue à l'une des plus redoutées au monde. C'est avec cette réputation durement acquise qu'ils entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale, pour affronter une armée allemande renforcée par des unités d'élite nommées elles aussi Stormtroopers. Le 6 juin 1944, les Canadiens prouvèrent leur statut d'élite avec une des opérations les plus réussies du jour J. Leur objectif était de prendre d'assaut la plage de Juno, puis de s'emparer des villes de Caen et Bayeux avec 14 000 soldats et 1000 parachutistes. Lors de la première vague, 3000 Canadiens au cœur de Lyon se ruèrent vers les blockhaus allemands, subissant de lourdes pertes. Ils furent suivis par des chars, qui anéantirent la plupart des défenses allemandes sur la plage, permettant aux fantassins de déferler et d'engager des combats au corps à corps. De manière impressionnante, il leur fallut moins de 2 heures pour sécuriser leur première voie de sortie de la plage vers la petite ville de Courseulles. À la fin de la journée, Courseulles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer et Colombier-sur-Soleil étaient tombés, et le régiment de chars des premiers hussards avait atteint l'intersection de l'autoroute Caen-Bayeux, faisant d'eux la seule unité alliée du jour J à atteindre son objectif final. La Brigade du Diable. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens se distinguèrent non seulement comme des fantassins fiables, mais aussi comme des commandos aguerris, au sein d'une unité mixte américano-canadienne appelée la Première Force de Service Spécial, mieux connue sous le nom de Brigade du Diable ou les Diables Noirs. La Brigade du Diable fut formée en juin 1942 et n'acceptait dans ses rangs que des individus déjà familiarisés avec la survie et la vie en plein air. Ainsi, d'anciens skieurs, parachutistes, chasseurs, bûcherons, trappeurs et gardes-chasse composaient de la majorité de son personnel. Ces hommes robustes et endurcis furent transformés en machines à tuer via un régime d'entraînement brutal, incluant des marches forcées de 100 miles et des formations spécialisées avec toutes sortes d'armes, d'explosifs et de véhicules. Pour semer la peur dans le cœur de leurs ennemis sur le champ de bataille, ils laissaient une carte de visite sur les morts, arborant la phrase « Le pire est à venir » en allemand. Les Diables Noirs se voyaient confier les missions les plus dangereuses, l'une des plus emblématiques ayant lieu en décembre 1943 au sommet du mont La Defensa, au sud-est de Rome. Pendant près d'un mois, plusieurs assauts britanniques, canadiens et américains, tentant de déloger les Allemands au sommet, avaient été anéantis les uns après les autres. Lorsque la Brigade du Diable arriva sur les lieux, le mont La Defensa avait été pilonné par plus de 200 000 obus, lui valant le surnom de colline du million de dollars. À 1h30 du matin, le 3 décembre, portant des sacs à dos de 60 livres, ainsi que des couteaux, des armes et des baïonnettes, le visage noirci de charbon, 600 hommes de la première force de service spécial commencèrent à escalader la paroi quasi verticale, alors que le brouillard et la neige enveloppèrent la montagne. Un peu avant 6 heures du matin, ils atteignirent le sommet et commencèrent à égorger silencieusement les sentinelles. Soudain, un éboulement révéla leur position et l'ennemi ouvrit le feu. Les combats furent intenses et les deux camps subirent de lourdes pertes. Mais les Allemands aguerris furent finalement chassés en seulement 2 heures. L'impasse d'un mois avait été brisée par une force 10 fois plus petite que les forces alliées combinées, qui avaient jusque-là échoué à prendre la Defensa. Avec un peu d'aide des Américains, ils avaient une fois de plus démontré qu'affronter un Canadien en temps de guerre, c'était signer son propre arrêt de mort. Pourquoi les Japonais étaient-ils si brutaux pendant la Seconde Guerre mondiale ? Le Japon est connu comme le pays de l'anime, des sushis et du sumo.
Aujourd'hui, lorsque les étrangers pensent au Japon, les premières images qui leur viennent à l'esprit sont probablement Godzilla, une politesse impeccable et l'innovation technologique. Au siècle dernier, cependant, la réputation du pays du soleil levant était bien différente, bien plus sombre. Qu'est-ce qui a causé cette infâme réputation de cruauté? Bushido. L'explication plonge ses racines plusieurs siècles en arrière. Le Japon était une mosaïque d'états féodaux, en guerre quasi constante, atteignant son apogée durant la période Sengoku Jidai, qui commença au milieu du XVe siècle et se termina en 1603 avec l'établissement du shogunat Tokugawa. Avec ses combats incessants, une importance culturelle immense était accordée à la classe guerrière, les samouraïs. Durant la stabilité du shogunat Tokugawa, cette attitude culturelle fut formalisée en un code moral de conduite guerrière, appelé Bushido, signifiant la voie du guerrier. Le Bushido évolua dans ses principes au fil des siècles, mais certaines idées fondamentales, comme le sacrifice de soi, la bravoure téméraire face à l'ennemi, et la loyauté inconditionnelle envers son daimyo, seigneur, ne changèrent jamais. L'ère des samouraïs prit fin après la restauration Meiji en 1868. Les classes sociales rigides des époques précédentes furent abolies, et le Japon entama une industrialisation rapide après des siècles d'isolement. Le Bushido fut réadapté à l'ère moderne, avec l'empereur Hirohito et ses officiers militaires, remplaçant le shogun et les daimyo, ces enseignements dominant les actions avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon commença à se moderniser rapidement, utilisant les innovations industrielles, technologiques et militaires occidentales, et le code Bushido fut adapté pour s'intégrer à ce paysage moderne. Dans les années précédant le déclenchement de la guerre, le système scolaire japonais avait pleinement adopté le militarisme rigide du Bushido. Les élèves étaient endoctrinés dans un système de discipline implacable, qui faisait de l'obéissance à l'autorité la plus haute des vertus. Cela était appliqué par des méthodes cruelles, comme être battus par leurs professeurs, frappés avec des cannes ou des sabres en bois, forcés à courir jusqu'à l'épuisement ou à tenir des objets lourds à bout de bras, et tout ce que leurs instructeurs pouvaient imaginer. Ce type d'endoctrinement produisit une génération d'une loyauté inébranlable envers leur empereur et leurs supérieurs, obéissant sans poser de questions. Pas de retraite, pas de reddition. L'aspect peut-être le plus infâme de la culture japonaise de cette époque était la volonté de se battre jusqu'au bout. Selon leur vision de la guerre, se rendre était une honte insupportable, une marque d'infamie pour tout combattant. Là où d'autres armées reconnaissaient l'inutilité des combats et se rendaient, l'armée japonaise continuait à se battre, quelles que soient les pertes. Pour comparaison, pour chaque soldat allié fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 étaient tués au combat, tandis que l'armée japonaise subissait 120 morts pour chaque soldat capturé. Souvent, ils recourrirent à des charges banzai, se jetant sur l'ennemi plutôt que de se rendre. Cela tire son nom de leur cri de guerre, Tenoheika Banzai, traduit approximativement par « longue vie à l'empereur ». L'une des charges banzai les plus célèbres eut lieu le 6 juillet 1944 à Seppan. Après 3 semaines de combat, les Américains avaient conquis la majeure partie de l'île et resserrèrent l'étau sur les défenseurs japonais restants. Plutôt que de se rendre, le lieutenant-général Yoshitsugu, l'officier commandant, commit seppuku, suicide rituel, face à son échec, une autre tradition samouraï. Les hommes et officiers restants, ainsi que de nombreux civils, se jetèrent alors avec une témérité aveugle sur les lignes américaines, espérant tuer autant de soldats que possible avant d'être eux-mêmes tués dans les combats acharnés qui s'ensuivirent, souvent au corps à corps désespérés. Pendant les 12 heures suivantes, ils déferlèrent sur l'île, submergeant plusieurs positions américaines avant la fin sanglante. On estima qu'environ 4300 soldats japonais moururent ainsi, plutôt que de se rendre dans la plus grande attaque banzai de la guerre. Ils n'étaient pas seuls dans leur défiance fanatique. Des centaines de civils se jetèrent du haut des falaises plutôt que de se laisser capturer par les Américains horrifiés. Bien que ce fût la plus grande charge banzai de la guerre, elles se répétèrent encore et encore durant la campagne de Sodil, les survivants commettant seppuku, préférant la mort à la capture. De nombreux soldats japonais feignaient aussi de se rendre, puis lançaient une grenade ou tiraient avec un pistolet sur les soldats américains qui avaient baissé leur garde.
Après plusieurs de ces incidents, les Américains, pour la plupart, cessèrent de croire aux tentatives de reddition, abattant simplement le soldat supposément en train de se rendre plutôt que de prendre le risque. L'exemple le plus extrême de cette attitude de ne jamais se rendre fut les kamikazes. Traduit par vent divin, ces pilotes écrasaient délibérément leurs avions sur les navires ennemis en une tentative désespérée pour stopper leur avancée inexorable vers le Japon. Ces pilotes étaient envoyés en mission suicide pour endommager autant que possible la force navale ennemie. Les attaques kamikazes atteignirent leur apogée en 1945 lors de la bataille d'Okinawa, le dernier tremplin avant le Japon lui-même. Des nuées de ces pilotes fanatiques frappèrent la flotte américaine, tuant plus de 5000 hommes, les plus lourdes pertes subies par la marine américaine en une seule bataille. Même avec leur empire du Pacifique en ruine, la nation japonaise ne céda pas, allant jusqu'à distribuer des lances en bambou aux écoliers. Lors de la planification de l'invasion, l'armée américaine s'attendait à devoir combattre la majorité de la population. En prévision de l'opération Downfall, les estimations des pertes alliées potentielles atteignirent jusqu'à 1,5 million, et 500 000 Purple Hearts furent produits, un nombre si élevé que ces médailles originales sont encore distribuées aujourd'hui. Ne soyez pas faits prisonniers. Comme le concept même de reddition était inconcevable pour la mentalité militaire japonaise, il n'avait que du mépris pour les combattants ennemis qui déposaient les armes. Ces hommes avaient abandonné leur honneur, et dans une société fondée sur l'honneur, cela faisait des prisonniers de guerre les plus méprisés. Cela était aggravé par l'attitude du Japon envers la Convention de Genève, qui régissait le traitement des prisonniers de guerre. Le Japon avait signé la Convention, mais ne l'avait pas ratifiée. En conséquence, ils n'en respectèrent pas les principes, certains officiers la qualifiant avec dérision de code des lâches. Ainsi, lorsque les troupes alliées se rendirent, comme lorsque 80 000 soldats britanniques, indiens, malaisiens et australiens capitulèrent en 1942 lors de la chute de Singapour, ils furent stupéfaits. Comment un homme se respectant pouvait-il se rendre aussi facilement? Comme ils n'avaient pas d'honneur, les prisonniers furent traités comme des animaux, avec peu de considération pour leur bien-être. Forcés à des travaux pénibles, ils furent délibérément affamés, battus et exécutés pour la moindre infraction. Ils pouvaient servir d'entraînement à la baïonnette ou être décapités au sabre sur un coup de tête. À cause de ce traitement, le taux de mortalité parmi les prisonniers était effroyablement élevé. Pour comparaison, le taux de mortalité pour un soldat allié dans un camp allemand était d'environ 1,2%. Ceux assez malchanceux pour être capturés par les Japonais subirent un taux de mortalité allant jusqu'à 37%. Le traitement des civils. Ce mépris flagrant pour la vie humaine s'étendait aussi aux civils. En plus de leur forme de Bushido, les Japonais avaient non des vues profondément xénophobes envers les étrangers, surtout les Chinois. Dès 1931, le Japon commença à empiéter sur le territoire chinois, ce qui dégénéra en la Seconde Guerre sino-japonaise en 1937. En décembre de cette année, l'armée japonaise captura la ville de Nankin. Durant les 2 mois suivants, la population fut systématiquement soumise à l'un des pillages les plus brutaux de l'histoire. Les estimations varient, mais entre 100 et 300 000 civils chinois furent tués, avec d'innombrables actes de torture, viols et meurtres commis. À un moment, 2 officiers japonais rivalisèrent pour voir qui pourrait décapiter 100 Chinois le plus vite, dépassant ce nombre avec 106 et 105 respectivement. De loin, l'aspect le plus horrifiant de ce mépris pour la vie humaine fut l'unité 731, abréviation de la détachement mandchou 731, une unité de recherche sur la guerre chimique et biologique. Cette unité de l'armée impériale japonaise pratiqua des expériences sur des prisonniers, principalement des sujets chinois et coréens. Les prisonniers étaient infectés avec diverses maladies pour documenter leur progression. Des membres étaient amputés et des organes prélevés alors que la victime était encore en vie, pour étudier la progression de la maladie dans les tissus vivants. Des armes étaient aussi testées sur des sujets vivants, incluant fusils, couteaux, baïonnettes, explosifs comme des grenades, lance-flammes et tout autre équipement de l'arsenal japonais utilisé sur les captifs, leur efficacité notée pour étude. Ce ne sont là que quelques-unes des horreurs infligées par l'unité 731 à des gens sans défense. Après la guerre,
le gouvernement et le peuple japonais se distancièrent autant que possible du fanatisme du milieu du XXe siècle. Avec le pacifisme inscrit dans leur constitution, la culture japonaise a évolué, se concentrant davantage sur l'avancée technologique et les échanges avec l'étranger, un changement à 180 degrés par rapport à son passé. Ne sous-estimez pas l'armée française. Toute discussion sur la réputation d'une nation en matière de guerre mène presque inévitablement à des remarques désobligeantes envers les Français. Leurs exploits militaires sont la cible d'innombrables blagues, mèmes et commentaires dénigrants, les tournant en ridicule comme des lâches ou des incompétents sur le champ de bataille. La réalité cependant est bien différente. À travers sa longue histoire, la nation française a un palmarès militaire vaste et distingué, remontant jusqu'au haut Moyen-Âge. En réalité, depuis des millénaires, les soldats français ont combattu et sont morts avec courage, habileté et distinction. L'histoire militaire française commence après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Les Francs, une tribu germanique de l'Est, avancèrent vers l'Ouest dans ce qui est aujourd'hui la France. Et sous le règne du roi Clovis Ier, les terres des Pyrénées au sud-ouest, des Alpes au sud-est et du fleuve Rhin à l'est furent aussi sécurisées. Bien que ces frontières aient bougé d'innombrables fois au fil des siècles, la zone approximative du territoire français était établie. Le descendant de Clovis, Charles Martel, joua un rôle clé dans l'histoire mondiale. En 732, après Jésus-Christ, lui et son armée franque empêchèrent l'avance de la dynastie arabe des Omeyyades en France, infligeant une défaite écrasante à leurs ennemis lors de la bataille de Poitiers. Avec cette victoire, la marée montante de l'expansion islamique en Europe fut stoppée. Tout au long du Moyen-Âge, les forces françaises combattirent dans de nombreuses guerres contre d'autres puissances européennes. Les campagnes les plus importantes furent contre les Anglais. Durant une série de conflits connus sous le nom de guerre de 100 ans, les Français subirent des défaites majeures à plusieurs batailles, dont Crécy, Poitiers et Azincourt, et virent plus tard une grande partie de leurs terres ravagées par des raids anglais. Malgré ces revers, la dernière partie du conflit vit les Français chasser les Anglais de leurs terres continentales. Alors que le Moyen-Âge cédait la place à l'époque moderne, l'armée française, sous le règne de Louis XIV, devint la plus grande et la plus puissante d'Europe, avec près de 400 000 hommes. Cette force pionnière dans les innovations militaires inclut des systèmes logistiques et de soutien, des hôpitaux de campagne et l'introduction d'uniformes standardisés pour ses soldats. Le bilan militaire français durant l'époque moderne est mitigé, avec des victoires et des défaites, mais pas plus que toute autre nation contemporaine. C'est à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle que la France atteignit son apogée militaire. Sous la direction de Napoléon Bonaparte, les armées françaises marchèrent à travers l'Europe, écrasant les puissances rivales lors de batailles décisives comme Marengo et Austerlitz. Les défaites furent causées par la météo et des problèmes logistiques, comme la campagne contre la Russie en 1812, ou par des tactiques ennemies supérieures, comme la défaite finale de Napoléon à Waterloo en 1815. Durant cette période, les capacités ou le courage du soldat français individuel ne furent jamais remis en question. Un siècle plus tard, les soldats français se retrouvèrent embourbés dans l'une de leurs campagnes les plus tragiques. La Première Guerre mondiale introduisit le massacre industriel de masse, et la France se retrouva au cœur du conflit, la majorité des combats sur le front occidental ayant lieu sur son sol. De vastes zones de la campagne française furent transformées en un paysage d'enfer criblé de cratères, où des millions d'hommes furent piégés pendant des années. Durant cette période tumultueuse, les soldats français subirent le pire de la boucherie, avec des pertes titanesques. Dans les 2 premiers mois de la guerre, plus de 300 000 Français furent tués, un nombre qui grimpa à 500 000 à la fin de 1914. Aucune bataille ne fut aussi sanglante ou n'illustra mieux la ténacité et le courage de l'armée française que la bataille de Verdun. En 1916, le général allemand Erich von Falkenhayn lança une offensive visant la ville de Verdun. Laisser tomber un lieu aussi stratégique et symbolique aux mains de l'ennemi était inacceptable pour le haut commandement français. Et sous la direction du maréchal Philippe Pétain, Verdun fut renforcé. Leur cri de guerre au début de cette bataille était « Ils ne passeront pas ».
La bataille dégénéra en une impasse meurtrière, les deux camps s'accrochant obstinément, refusant de céder. Plus de 40 millions d'obus furent tirés durant les combats. Au bout de 303 jours, 162 000 soldats français avaient péri, avec 377 000 autres blessés, disparus ou capturés. Fidèles à leurs paroles, les Français tinrent leur position, et les Allemands ne passèrent pas. Face à ces pertes monumentales, l'armée française se mutina effectivement durant la Première Guerre mondiale. Étrangement pourtant, ils ne déposèrent pas les armes. Ces hommes restèrent dans leurs tranchées et continuèrent à résister aux Allemands, mais refusèrent de participer à des attaques inutiles contre les positions ennemies fortifiées. Selon les mots d'un groupe de rebelles, « Vous n'avez rien à craindre, nous sommes prêts à tenir les tranchées. Nous ferons notre devoir et les Allemands ne passeront pas. Mais nous ne participerons pas à des attaques qui ne causeront que des pertes inutiles. » Même en se mutinant, les soldats français étaient toujours prêts à donner leur vie pour leur nation. À la fin de la guerre, plus d'1 500 000 Français gisaient morts, avec des millions d'autres blessés, bien que les estimations varient. Environ 18% de ceux qui servirent dans les rangs furent tués, effaçant pratiquement une génération de jeunes hommes. Malgré ces pertes catastrophiques, ils tinrent bon contre les offensives ennemies répétées. Une génération plus tard, la France gagna sa réputation de puissance militaire incompétente, mais cela est loin de la vérité. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Après avoir achevé la Pologne, la Wehrmacht tourna son attention vers l'ouest, traversant les Pays-Bas et fonçant en France pour contourner la ligne Maginot, une série de défenses formidables s'arrêtant à la frontière belge. L'erreur du haut commandement français, ainsi que les avancées dans la guerre de mouvement rapide, prirent les Alliés au dépourvu, et la France fut envahie en 6 semaines, un exploit militaire stupéfiant. C'est à cause de cette capitulation rapide que la France gagna une réputation imméritée de nation de lâches, avec une armée incompétente. Cependant, ce n'est pas une évaluation juste. D'autres puissances luttèrent contre la machine de guerre allemande, mais avaient des avantages que la France n'avait pas. La France n'avait pas la protection des océans, dont jouissait la Grande-Bretagne ou l'immensité territoriale de l'Union soviétique, et fut envahie rapidement. Même vaincu, le peuple français continua à se battre, en exil et en tant que partisan. La résistance française joua un rôle vital en frustrant les plans allemands sur le front occidental. Leurs opérations de sabotage, d'assassinat et de renseignement furent un élément clé du succès du débarquement en Normandie, en 1944. Aujourd'hui encore, la résistance française est vue comme la représentation symbolique de tous les mouvements de résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, la France fut impliquée dans de nombreux conflits à travers le monde, particulièrement dans ses anciennes colonies comme l'Indochine et l'Algérie. Durant la guerre mondiale contre le terrorisme, l'armée française apporta son soutien à l'invasion de l'Afghanistan menée par les États-Unis. De plus, la puissance aérienne française appliqua efficacement des zones d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, permettant aux rebelles de renverser le dictateur Mouammar Kadhafi. Les forces françaises ont aussi été en première ligne des opérations antiterroristes dans d'autres régions d'Afrique. Elles sont actuellement la seule nation de l'OTAN à participer à l'opération Barkhane, qui combat les militants en Afrique de l'Ouest. Actuellement, environ 3000 soldats français sont stationnés au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres nations. Une des raisons de la mauvaise réputation de la France peut être attribuée à ses méthodes dans ces conflits de faible intensité. Alors que la plupart des autres nations utilisent une approche plus spectaculaire de choc et effroi pour combattre le terrorisme et l'insurrection, la France emploie une stratégie plus subtile. En 2007, pour stopper une incursion de forces rebelles en République centrafricaine, la France envoya 2 vagues de parachutistes et un seul avion de chasse pour arrêter l'avancée. Pas plus d'une dizaine furent impliqués, et la presse française ne relata l'histoire que des semaines après. C'est cette approche de précision, moins spectaculaire que celle d'autres nations, qui contribue à la perception populaire selon laquelle la France manquerait de capacités militaires. À travers la longue histoire de leur nation, les Français ont connu des succès et des échecs militaires, mais pas plus ni moins que toute autre nation. Leur réputation de nation de lâches,
qui se rendent à la moindre provocation n'est pas seulement infondée, mais basée sur des préjugés et des idées fausses, qui ne tiennent pas compte des innombrables actes de bravoure et de succès martiaux du peuple français. Que feriez-vous si 1600 soldats lourdement armés encerclèrent votre position? La plupart d'entre nous agiteraient le drapeau blanc plus vite qu'on ne peut dire « je me rends ». Mais pour les légendaires guerriers Gurkhas du Népal, la reddition ne fait pas partie de leur vocabulaire. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire des Gurkhas, les guerriers des montagnes si redoutables que même leurs ennemis s'arrêtèrent parfois de tirer pour applaudir leur bravoure. Non, sérieusement, c'est vraiment arrivé. C'était en 1814. L'Empire britannique, ayant avalé d'énormes portions de l'Inde comme un Pac-Man impérial, tourna ses yeux avides vers le royaume montagneux du Népal. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Oh, seulement qu'ils allaient affronter des guerriers qui traitaient la mort, comme la plupart d'entre nous, traitent un inconvénient mineur. La bataille de Nalapani allait prouver à quel point les Gurkhas prenaient leur travail au sérieux. Postés dans un fort à 180 mètres de haut, 600 Gurkhas firent face à 1600 soldats britanniques. Les probabilités n'étaient pas en leur faveur, mais apparemment personne ne leur avait dit. Pendant plus d'un mois, cette petite force tint bon. À la fin du premier assaut, fin octobre, 35 soldats britanniques étaient morts et 228 blessés, abattus par des arcs népalais, des armes à mèche et, attendez, des pierres lancées par des femmes et des enfants. C'est vrai, même les civils Gurkhas donnèrent des maux de tête à l'Empire britannique. Alors que l'artillerie britannique les éliminait lentement, les Gurkhas refusaient toujours de se rendre. Quand le fort tomba finalement en novembre, des 600 défenseurs originaux, il n'en restait que 68. Certains avaient même réussi à s'échapper malgré un encerclement complet, probablement juste pour prouver qu'ils le pouvaient. Les Britanniques, qui répondaient normalement à la résistance en redoublant de conquêtes, firent quelque chose d'inhabituel. Ils commencèrent à recruter ces redoutables combattants dans leur propre armée. C'était l'équivalent militaire de dire « Si vous ne pouvez pas les battre, engagez-les ». Une pratique qui continue aujourd'hui. Gulbir Thapa, l'homme que l'ennemi a applaudi. Né vers 1888 dans le petit village himalayen de Nigalpani, Gulbir Thapa se retrouva à la bataille de Loos en France en septembre 1915. Là, son unité du 2e bataillon, 3e fusilier Gurkha, eut la délicate tâche de nettoyer des tranchées allemandes en portant des masques à gaz. Pas exactement des conditions de combat optimales. À la fin de leur avancée, Thapa était blessé et le dernier survivant de son groupe. La plupart d'entre nous considéreraient que c'est un bon moment pour arrêter. Mais Thapa repéra un soldat britannique blessé du 2e régiment du Leicestershire. Malgré les supplications du soldat de l'abandonner, ce qui aurait été la chose sensée, Thapa resta avec lui toute la journée et toute la nuit. Au matin, il utilisa la brume comme couverture pour porter l'homme en sécurité. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il retourna sauver 2 autres soldats népalais. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pour son final, Thapa retourna chercher le soldat blessé original en plein jour. Alors qu'il zigzaguait dans le No Man's Land, les mitrailleurs allemands le prirent pour cible, mais par miracle, chaque balle le manqua. À un moment, et c'est totalement vrai, les soldats allemands furent si impressionnés qu'ils cessèrent le feu et applaudirent. Oui, c'est ça. Au milieu d'un des conflits les plus sanglants de l'histoire, la bravoure de Thapa était si remarquable que même l'ennemi prit un moment pour l'apprécier. Il devint le premier soldat népalais à recevoir la croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique. Banu Bhakta Gurung, une armée à lui tout seul. Avance rapide jusqu'au 5 mars 1945. Le fusilier Banu Bhakta Gurung et les 2e fusiliers Gurkhas approchaient une position japonaise en Birmanie quand ils furent cloués au sol par des tirs de mitrailleuses. Puis un sniper commença à les éliminer depuis un arbre à 70 mètres. La réaction de la plupart des gens serait de se plaquer au sol, peut-être de creuser un trou à main nue. Pas Gurung. Il se leva simplement, aussi décontracté que s'il commandait un café, et abattit le sniper. Quand l'escouade avança à moins de 20 mètres de son objectif, ils découvrirent au moins 5 trous d'ennemis bloquant leur chemin. Gurung décida apparemment que cela prenait trop de temps, et bondit en avant sous une pluie de balles. Ce qui suivit fut essentiellement l'équivalent, dans les années 40, d'un niveau de boss de jeu vidéo. Trou numéro 1, 2 grenades, ennemi neutralisé. Trou numéro 2, une charge à la baïonnette, ennemi éliminé. Trou numéro 3 et 4, plus de baïonnettes et de grenades sous des tirs à bout portant.
Mais le boss final, une position de mitrailleuse légère avec 3 soldats, restait. Ayant utilisé toutes ces grenades à fragmentation, Gurung improvisa avec des grenades fumigènes. Quand 2 soldats japonais aveuglés sortirent en se tenant les yeux, il leur présenta son kukri, la lame courbe aussi iconique pour les Gurkhas qu'un sabre laser pour un Jedi. Pour le 3e soldat, Gurung rampa dans le bunker, s'approcha par derrière et mit fin à la menace. Puis, anticipant une contre-attaque, lui et ses hommes ont tenu leur position et ont repoussé la riposte ennemie. Pour avoir transformé ce qui aurait dû être un effort d'escouade en spectacle solo, Gurung reçut la croix de Victoria. L'Hachiman Gurung, le défenseur à un bras. Si vous pensiez que c'était impressionnant, rencontrez l'Hachiman Gurung des 8e fusiliers Gurkhas. Tôt le matin du 13 mai 1945, Gurung tenait une position d'observation près de la rivière Irrawaddy, en Birmanie, quand des soldats japonais décidèrent de jouer à jeton des grenades sur le Gurkha. La première grenade atterrit sur le bord de sa tranchée. Gurung la renvoya comme un colis indésirable. Une seconde atterrit dans sa tranchée. Il la jeta aussi. Quand une 3e grenade apparut, il l'attrapa. Mais cette fois-ci, elle explosa dans sa main. En un instant, ses doigts furent arrachés, son bras droit brisé, et son visage, son corps et sa jambe droite sévèrement blessés. Ses 2 compagnons gisaient grièvement blessés. La plupart des soldats considérèrent cela comme une urgence médicale. Gurung y vit un revers mineur. Avec seulement son bras gauche fonctionnel, il parvint miraculeusement à charger et tirer son fusil à une main, alors que les troupes japonaises chargèrent sa position. Pendant les 4 heures suivantes, il repoussa vague après vague d'assaillants tout en criant « Venez combattre un Gurkha !» Ce qui est probablement la dernière invitation que vous voudriez accepter. À l'aube, 35 cadavres japonais gisaient devant sa position. Sa défense en solo avait empêché l'ennemi de percer toute la ligne. Pour cet exploit presque surhumain, il reçut aussi la croix de Victoria. Diprasad Pune, la légende Gurkha moderne. Pensez-vous que ces histoires sont des reliques d'une époque révolue? Rencontrez le sergent par intérim Diprasad Pune du 1er bataillon des Royal Gurkha Rifles. Le 17 septembre 2010, Pune était de garde dans un compound en Afghanistan quand il entendit un bruit qu'il prit d'abord pour une vache. Spoiler, ce n'était pas une vache. C'étaient des combattants talibans, installant un engin explosif improvisé à la porte du compound. Ce qui suivit fut 17 minutes dignes d'un véritable film d'action. Sauf que c'était la vraie vie. Seul dans le noir complet, Pune tira 250 coups de mitrailleuse, vida 6 chargeurs de son fusil, et lança 17 grenades, et une mine Claymore sur environ 15 attaquants venant de multiples directions. Quand ils furent trop près pour les armes conventionnelles, il les repoussa avec un trépied de mitrailleuse. À un moment, il laissa même tomber un sac de sable sur la tête d'un ennemi escaladant vers sa position, comme une version mortelle de maman. J'ai raté l'avion. Durant le combat, il se motivait en criant « Marchitalae » népalais pour « Je vais te tuer », ce qui, dans les circonstances, était moins une menace qu'un spoiler pour les talibans. Quand la poussière retomba, 3 attaquants étaient à mort et les autres avaient fui. Une décision sage face à un Gurkha. Pune reçut la Conspicuous Gallantry Cross, la 2e plus haute distinction de combat britannique. Des montagnes du Népal aux champs de bataille du monde entier, les Gurkhas se sont forgés une réputation parmi les guerriers les plus redoutables de la planète. Leur devise pourrait être « la mort avant la reddition », mais de préférence, la mort de l'ennemi. Ce qui rend ces histoires encore plus remarquables, c'est que ces hommes n'étaient pas des géants surhumains. La plupart des Gurkhas mesurent entre 1,60 m et 1,70 m. Ce qu'ils manquent en taille, ils le compensent par un courage qui semble défier l'instinct humain. Aujourd'hui, les Gurkhas continuent de servir dans l'armée britannique et indienne, maintenant leur statut légendaire. Le processus rigoureux de sélection pour devenir Gurkha reste l'un des plus difficiles au monde, avec des milliers de jeunes Népalais en compétition pour seulement quelques centaines de places chaque année. Alors, la prochaine fois que vous serez face à des chances écrasantes, souvenez-vous de la manière des Gurkhas. Tenez bon, faites face à l'ennemi, et si tout échoue, peut-être laissez tomber un sac de sable sur leur tête. Quand les nations entrent en guerre, elles emploient toutes sortes de doctrines considérées comme les moyens les plus efficaces pour assurer la victoire. Que ce soit sur des bases économiques, géographiques, culturelles ou autres, les méthodes de combat de nombreuses nations sont devenues bien connues et presque stéréotypées. Qu'elles soient totalement exactes ou basées sur des idées fausses,
Voici quelques façons dont les nations mènent leur guerre. Les États-Unis. Quand on imagine les États-Unis entrant en guerre, on pense immédiatement à du matériel militaire high-tech, déployant une quantité massive de puissance de feu contre un ennemi submergé, qui a peu de chance face à l'assaut. Mais est-ce vrai? Eh bien, en bref, oui. Au XXe siècle, les États-Unis ont pris un rôle beaucoup plus actif dans les affaires mondiales, et par conséquent, ont consacré d'énormes efforts à leur armée. En 2023, les Américains dépensaient 877 milliards de dollars par an, plus que les 10 nations suivantes réunies. Cela, avec un développement technologique étendu, signifie que les forces américaines ont accès à certains des matériels militaires les plus avancés technologiquement au monde. Bien que ce ne soit pas la plus grande en termes de nombre, l'armée américaine peut déployer plus de puissance de feu à tout moment que n'importe quelle autre nation. La doctrine américaine repose sur la projection de puissance, la capacité à mener des conflits prolongés bien au-delà des frontières nationales. Le centre de cette stratégie est la grande flotte de porte-avions. Sur les 21 porte-avions actuellement en service, 11 appartiennent à la marine américaine, les nations suivantes en ayant 2 chacune. Sur un champ de bataille moderne, l'élément le plus décisif est sans doute la supériorité aérienne. Pour contrôler les cieux, les États-Unis disposent d'un grand nombre d'aéronefs, y compris des bombardiers stratégiques, des chasseurs de 5e génération, des avions d'appui rapprochés pour aider les troupes au sol, des avions cargo, des appareils de reconnaissance et de surveillance, parmi beaucoup d'autres. À cause de cela, une anecdote dit que la plus grande force aérienne mondiale est l'armée de l'air américaine, et la deuxième plus grande est la marine américaine. Ce n'est cependant pas tout à fait vrai. La plus grande force aérienne est en fait l'armée de l'air américaine. La deuxième plus grande est l'aviation de l'armée américaine. La troisième plus grande est l'armée de l'air russe, la marine américaine étant reléguée à la 4e place. La 7e place revient au corps des Marines des États-Unis. Au total, l'armée américaine peut déployer plus de 13 000 aéronefs, tandis que son rival le plus proche, l'armée de l'air russe, en compte un peu plus de 4 000. De plus, les États-Unis possèdent de plus de 750 bases militaires dans 80 pays à travers le monde, permettant aux troupes américaines de répondre à une crise n'importe où en seulement quelques jours. Ces dernières décennies, on a mis de plus en plus l'accent sur l'usage de drones sans pilote, permettant à l'armée américaine d'engager l'ennemi à des centaines, voire des milliers de kilomètres, preuve de l'avantage technologique des États-Unis sur beaucoup d'adversaires. La clé de la projection de forces américaines est l'industrie et la logistique. Parce que les États-Unis sont géographiquement isolés de nombreux points chauds dans le monde, des chaînes logistiques étendues ont été développées. Actuellement, la grande majorité des militaires sont impliqués dans la logistique et les missions de soutien plutôt que dans le service de première ligne. Partout où les Américains sont déployés, ils disposeront de la nourriture, des munitions, du carburant et de tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Les dépenses militaires américaines permettent d'appliquer ce qu'on appelle le choc et l'effroi, un terme développé lors de l'évasion de l'Irak en 2003. Les ennemis sont submergés par une puissance de feu immense et des matériels de pointe quasiment impossibles à résister dans un affrontement direct. Partout où les soldats américains sont déployés, ils disposeront presque certainement de certaines des avancées technologiques les plus élevées disponibles, soutenues par une chaîne logistique étendue qui surpasse presque toutes les puissances rivales. Allemagne. Pendant les 2 guerres mondiales, l'Allemagne a commencé le conflit par des avancées rapides, ce qui lui a valu une réputation de blitzkrieg ou guerre éclair, bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce terme officiellement. Dans les 2 cas, cependant, les succès initiaux ont laissé place à une posture plus défensive de l'Allemagne, qui s'est retranchée contre les contre-offensives de l'Entente et des Alliés. Pendant la Première Guerre mondiale, après le succès initial du plan Schlieffen, l'armée allemande a créé un réseau élaboré de tranchées, fortifiant de larges portions du front occidental avec plusieurs couches de défense. Après avoir subi de lourdes pertes au début de la guerre, le haut commandement allemand a développé une défense échelonnée en profondeur. Appelée défense élastique, la doctrine prévoyait de laisser l'ennemi attaquer, augmentant progressivement l'intensité de la résistance jusqu'à ce que l'ennemi soit trop étendu, puis de lancer une contre-attaque pour repousser l'ennemi tout en minimisant les pertes allemandes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont construit un réseau élaboré de fortifications connues sous le nom de murs de l'Atlantique, le long de la côte atlantique, pour repousser toute invasion alliée par la mer, ainsi que la ligne Siegfried, qui s'étendait entre la frontière française et allemande.
L'élément central de ces deux conceptions étaient des bunkers défensifs fixes, conçus pour résister à pratiquement tout ce que l'ennemi pouvait leur lancer. Ils étaient généralement faits de béton armé, pouvant atteindre plusieurs pieds d'épaisseur, avec des ouvertures pour mitrailleuses, mortiers et autres armes. Ils étaient ici positionnés à des endroits stratégiques, comme autour des villes, à des points avantageux le long des lignes de tranchées, souvent sur le revers d'une colline. Cela limitait la portée des armes du bunker, mais l'avantage de la surprise compensait cette perte de portée. Un bunker ou un blockhouse particulièrement bien renforcé pouvait résister à un impact direct d'artillerie lourde et, plus tard, aux bombardements aériens. Ces bunkers étaient si bien construits qu'à de nombreuses occasions, les forces ennemies les contournaient lors de leur avancée, laissant les bunkers et blockhouses comme des îlots de résistance dans une mer d'ennemis. Les forces allemandes utilisaient aussi de petites positions fortifiées individuelles appelées Tobruks, d'après la ville libyenne, site d'un siège important durant la Seconde Guerre mondiale. Ces structures en béton étaient circulaires, offrant à l'occupant un champ de tir à 360 degrés avec son arme, généralement une mitrailleuse. Certains Tobruks étaient ouverts sur le dessus, mais d'autres bunkers individuels étaient couverts par des tourelles de chars, offrant une bien meilleure protection à l'occupant. Bien que les forces mécanisées mobiles aient souvent attiré le plus d'attention, ce sont les positions défensives étendues que l'Allemagne employait, qui constituaient un élément clé de sa stratégie militaire globale. Chine. Pendant la guerre de Corée, les troupes de l'ONU repoussèrent les Nord-Coréens loin de leurs voisins du Sud. Lorsqu'elles avancèrent vers le nord, elles rencontrèrent des soldats chinois qui se jetaient contre l'ennemi en une vague humaine, les submergeant par la simple supériorité numérique. Cela est-il exact ou s'agit-il d'une mauvaise compréhension des tactiques chinoises ? En tant que l'une des plus anciennes civilisations du monde, la Chine possède une longue histoire de guerre contre des menaces internes et externes. L'art de la guerre de Sun Tzu est largement considéré comme l'un des premiers manuels militaires au monde, datant du 5e siècle avant notre ère. D'autres innovations militaires trouvent leur origine en Chine, notamment la poudre à canon, qui a sans doute eu plus d'impact que toute autre invention. Aujourd'hui, la Chine a le deuxième budget militaire au monde après les États-Unis, et possède la plus grande armée en termes d'effectifs, entraînée à la guerre combinée, utilisant l'infanterie, les forces blindées, la puissance aérienne, la marine, les unités spéciales, ainsi qu'une large réserve d'armes nucléaires en cas de besoin. Alors d'où vient l'idée des vagues massives de conscrits se jetant sur l'ennemi jusqu'à épuisement des munitions ? Pour commencer, la Chine a une population titanesque, et jusqu'au début de 2023, elle était la nation la plus peuplée du globe. Avec environ 1/5 de la population mondiale vivant en Chine, il existe une perception préexistante qu'elle a des effectifs humains en surplus, capables d'absorber des pertes qui mettraient à genoux d'autres pays. La réputation des forces chinoises, utilisant la tactique de la vague humaine, est née durant la guerre de Corée. Les soldats chinois se massaient contre une position ennemie, puis tentèrent de la submerger par la force du nombre. Pour ceux qui subissaient une telle attaque, cela ressemblait à des vagues sans fin d'infanterie chinoise déferlant vers eux. En réalité, les tactiques chinoises étaient bien plus sophistiquées. Sous le couvert de la nuit, des équipes d'infiltration s'approchèrent furtivement de l'ennemi et, sur un signal convenu, comme un clairon ou un gong, se précipitaient pour tenter de prendre la position par surprise et violence d'action. Si l'assaut échouait, une autre équipe d'infiltration recommençait, répétant le processus, mais sans l'élément de surprise. Pendant ce temps, d'autres forces tentèrent de contourner l'ennemi et de l'attaquer par l'arrière. En raison de mauvaises communications, ce processus pouvait se répéter encore et encore, indépendamment des pertes, donnant l'impression à ceux qui en faisaient l'expérience d'être attaqués par des vagues successives de troupes chinoises. Cela fut amplifié par des journalistes couvrant la guerre, qui voulaient donner l'impression que les forces américaines et de l'ONU étaient submergées par des hordes de soldats ennemis. Ceux qui ont réellement affronté ces tactiques savaient que c'était différent, des soldats américains remarquant avec sarcasme: combien y a-t-il de hordes dans un peloton chinois ? La Russie et l'Union soviétique. La Russie et l'Union soviétique ont été et sont la plus grande nation de la planète, avec d'immenses étendues territoriales. Elles possèdent également une population importante comparée à d'autres puissances européennes. Pour leurs ennemis, comme les Français pendant l'ère napoléonienne, ou les Allemands au XXe siècle, combattre la Russie ou l'Union soviétique était une marche sans fin, à travers des environnements hostiles, affrontant vague après vague de défenseurs opiniâtres, broyés dans une guerre d'usure interminable. Mais est-ce exact ?
Il est vrai que la Russie est une masse terrestre titanesque, et envahir ce pays nécessite une logistique étendue et de longs déplacements sur un territoire apparemment sans fin. Pour citer le commandant du groupe d'armée sud, Gerd von Rundstedt, l'immensité de la Russie nous dévore. À cela s'ajoutèrent des conditions météorologiques telles que la boue profonde à l'automne qui arrêtait les armées, puis les hivers rigoureux qui paralysèrent quasiment tous les envahisseurs. Face à ces conditions, les forces russes ou soviétiques assaillaient en masse leurs adversaires par des attaques en vagues humaines, par leur nombre apparemment infini. Cette dernière affirmation est cependant inexacte. Malgré l'étendue de la Russie, la majorité de la population et des infrastructures vit à l'ouest des monts Oural. Bien que cela semble impressionnant sur une carte, il est impossible de déplacer toute la population ainsi que les infrastructures vitales plus à l'est, même si les soviétiques ont déplacé de nombreuses usines vers ces zones plus sûres. Lors de l'opération Barbarossa, l'Union soviétique traversa une grave crise quand les forces de la Wehrmacht capturèrent d'immenses territoires, tuant ou capturant des millions de soldats de l'armée rouge. L'infâme ordre 227 de Joseph Staline, surnommé « Pas un pas en arrière », émis en juillet 1942, exigeait que les forces soviétiques tiennent leur position. Pour citer directement l'ordre, chaque commandant, chaque soldat et officier politique doit comprendre que nos ressources ne sont pas infinies. Staline poursuit en affirmant qu'il est impossible pour les soviétiques de reculer indéfiniment, et que chaque terrain perdu renforce l'ennemi et affaiblit l'effort de guerre soviétique. Le reste du texte explique pourquoi il était crucial de tenir bon, et de ne pas reculer davantage dans le territoire soviétique. Sur le champ de bataille, on croyait que les soldats soviétiques se jetèrent en masse contre l'ennemi, souvent sans armes. C'est une grosse erreur. La doctrine soviétique principale s'appelle la bataille en profondeur, similaire au blitzkrieg allemand, utilisant des assauts frontaux massifs pour percer les lignes ennemies et pénétrer profondément en territoire adverse. Cependant, surtout au début de la guerre, les soviétiques étaient en défense et subirent d'énormes pertes. L'armée rouge était désorganisée, notamment dans les zones encerclées par la Wehrmacht, ce qui entraîna des assauts désordonnés contre des positions allemandes bien préparées, avec des communications limitées et des officiers et soldats inexpérimentés. Certains de ceux qui participaient aux assauts étaient des équipes d'armes lourdes qui n'avaient souvent pas d'armes secondaires, ou des troupes du NKVD armées uniquement de pistolets, ce qui donnait l'impression de charges sans armes dans la confusion du combat. Ces mythes sont entrés dans la conscience populaire à partir de mémoires écrits après la guerre et renforcés par des films hollywoodiens qui dramatisaient la fausse notion de vagues sans fin, de Russes et de Soviétiques se jetant sur l'ennemi sans armes. Vietnam. Tout est amusant jusqu'au moment où les arbres commencent à parler vietnamien. Lorsque les Français, puis plus tard les Américains et d'autres nations alliées ont cherché à influencer la petite et pauvre nation de l'Indochine, plus tard appelée Vietnam, ils disposaient de certaines des armes les plus avancées disponibles à l'époque. Face à eux se trouvaient des combattants guerrieros mal équipés qui ont pourtant réussi à arrêter des superpuissances mondiales. Le terrain du Vietnam est rempli de jungles denses, de montagnes escarpées et de vastes rizières qui rendent les déplacements difficiles même dans les meilleures circonstances. Les Vietnamiens, qui combattaient contre les envahisseurs étrangers, ont tiré pleinement parti de cela, se déplaçant rapidement et silencieusement à travers la nature sauvage, apparaissant là où on les attendait le moins, frappant leurs ennemis avant de disparaître dans la jungle sans presque laisser de traces. Les Américains et autres, perplexes, piétinaient lourdement derrière eux sans succès, facilitant leur capacité à disparaître comme par magie. Un système de tunnels extrêmement élaboré les aidait, certains s'étendant sur des kilomètres sous terre et que l'on disait capables de résister à des frappes directes d'un B-52. Ces installations souterraines étaient élaborées, comprenant des casernes, des installations médicales, des lieux de stockage et de fabrication d'armes, et même des cinémas et autres lieux de divertissement. Les entrées de ces tunnels étaient bien cachées et pratiquement indétectables. Si elles étaient découvertes, les faire s'effondrer ou les voler était impossible car le système de tunnels était trop étendu pour être simplement neutralisé de cette manière. La seule façon de traiter ces installations souterraines était la tâche peu enviable de tunnel-rat, rampant dans les espaces sombres inconnus avec une lampe de poche et un pistolet. Les Vietnamiens faisaient aussi un usage intensif des pièges. Tout, des fausses punjies pour empaler le pied d'un soldat imprudent au fil déclencheur attaché à des grenades ou autres explosifs, jusqu'à un nombre quelconque d'appareils ingénieux, forçaient les Américains et autres ennemis à un état de paranoïa quasi constante.
Dans un engagement militaire direct, les forces vietnamiennes auraient presque certainement perdu. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour elles de tenir tête au feu massif que pouvait déployer leur ennemi technologiquement supérieur. Cependant, elles n'avaient pas besoin de gagner un engagement militaire direct. Leur objectif principal était plutôt le temps et le moral. Chaque jour qui passait, davantage de soldats américains rentraient chez eux dans des cercueils ou handicapés à vie, érodant la volonté américaine de poursuivre le conflit. Même les défaites étaient transformées en victoires. En 1968, le Viet Cong et l'armée populaire vietnamienne ont lancé l'offensive du Tet, une attaque coordonnée contre des installations militaires américaines et sud-vietnamiennes à travers le pays. Le point central de cette offensive fut l'attaque contre l'ambassade à Saigon. Bien que cette attaque et le reste de l'offensive du Tet furent un désastre militaire, ce fut finalement une victoire. Voir l'ambassade américaine violée de cette façon, avec les images quotidiennes des combats brutaux, a sapé la volonté du public américain de continuer le conflit. Au final, les Vietnamiens n'avaient pas besoin de gagner une victoire militaire, mais plutôt politique. France. La France a une réputation malheureuse et complètement fausse d'être une nation de lâches, dont les soldats se rendent à la première occasion. En vérité cependant, les Français ont l'un des bilans les plus distingués de l'histoire militaire. De nos jours, l'armée française utilise les principes de vitesse, commandement décentralisé et frappe précise, avec un petit nombre de troupes très motivées. Cette doctrine est en fort contraste avec les coups de massue d'autres grandes puissances mondiales, comme leurs alliés de l'OTAN, les États-Unis. Cela répondait délibérément aux Premières et Secondes Guerres mondiales, où les troupes françaises affrontaient directement leurs adversaires, entraînant des pertes catastrophiques. Quand le territoire français est potentiellement menacé, comme pendant la guerre froide, la doctrine française reposait sur le principe qu'une bonne défense était une forte attaque. Sachant que se mesurer directement à une invasion du pacte de Varsovie serait une catastrophe, les planificateurs français comptaient sur la vitesse, la mobilité et l'audace, utilisant l'agression et la violence d'action dans des frappes inspirées de la Blitzkrieg contre l'ennemi. Les sous-commandants français avaient beaucoup de liberté de décision, et une culture d'audace et de prise de risque était encouragée. Cela permet de maintenir la capacité d'agir agressivement face aux menaces, tout en restant flexible aux conditions changeantes du champ de bataille, sans avoir à demander la permission à une chaîne de commandement lente. En conséquence, l'armée française privilégie la qualité à la quantité, avec un petit nombre de troupes capables de frapper avec précision plutôt que d'échanger des coups directs avec l'ennemi, en utilisant la force minimale nécessaire pour accomplir l'objectif. Par exemple, en 2007, une grande avancée rebelle en République centrafricaine fut stoppée net par environ 100 soldats et 2 avions de chasse. Cette doctrine est très rentable, limitant les ressources dépensées dans un engagement particulier et réduisant le nombre de pertes potentielles. En choisissant leur bataille et en utilisant leurs forces existantes avec une précision chirurgicale, l'armée française est capable de frapper bien au-dessus de son poids et de lier un nombre limité de troupes au maximum. Quand les nations vont en guerre, elles utilisent une multitude de méthodes pour remporter la victoire. Qu'il s'agisse de stéréotypes ou de réalités, il existe autant de façons de gagner qu'il y a de nations et de cultures sur la planète.